Bon, alors on va terminer la matinée de belle façon avec Cédric Berger. Monsieur Berger est associé chez Martin Parot Incorporé. Il est aussi formateur agréé Value Design Institute, expert en business analyse, en management de la valeur. C'est un pionnier de l'IIBA en Europe. C'est aussi le fondateur de l'Université de la valeur. Auteur du best-seller sur la méthode Calligramme, il aide les entreprises à optimiser leur processus et à concevoir des produits durables via Value Design. Ça allie business analyse, design thinking et analyse de la valeur. Sa conférence, d'ailleurs, va tourner tout autour du concept de valeur. Alors, chers analystes, je vous le présente. Voici M. Cédric Berger. Bonjour à tous. Déjà par mon accent, vous allez voir que je viens de l'autre côté. Et c'est avec beaucoup d'émotion en fait que je me retrouve devant vous, parce que la région du Québec, le Québec, est la terre natale de mon adoption à la business analyse. Donc j'ai découvert tout ça ici, au Québec, à Montréal et à la ville de Québec. Et je vais me permettre de prendre quelques minutes pour rendre hommage à tous ceux qui m'ont apporté ces connaissances en business analyse, et puis revenir aussi pour ceux qui ne connaissent pas forcément toute l'histoire de IIBA, un peu les personnes pour moi qui ont été phares dans le développement de cette association et de la pratique de l'analyse d'affaires. Alors juste quelques mots sur Value Design Institute. Un groupe de pionniers, comme IIBA à l'époque, souhaite développer justement une approche similaire pour la valeur et propose des certifications, etc. Et c'est cette association que l'on développe au niveau international. Pour revenir maintenant à ce qui va faire la base de mon clic valeur, c'est justement ces 6 principes qu'aujourd'hui je décline sous forme d'étoiles, oui, parce que je suis assez attaché aux étoiles, où forcément tout analyste d'affaires va partir du contexte, va chercher des parties prenantes, va aller regarder les besoins, faire en sorte de trouver des solutions qui reportent aux besoins et qui apportent de la valeur. Voilà, valeur. Et là, à cette époque-là, donc il y a 10 ans, je dis mais qu'est-ce que ça veut dire la valeur? C'est quoi la valeur? Parce qu'on parle de création de valeur, on parle d'apporter des solutions qui apportent de la valeur à toutes les parties prenantes, mais est-ce que véritablement, en tant qu'analyste d'affaires, vous pouvez démontrer que vous apportez de la valeur? Ah oui, oui, il y a des personnes plus satisfaites une fois que j'ai créé ce produit. Oui, oui, on a fait des économies et oui, on a au chiffre, au bilan de notre entreprise des meilleurs résultats. Oui, mais est-ce que c'est ça la vraie valeur? Alors, pareil, c'est un peu dans mon concept, j'étais allé chercher George Bryson, je suis allé chercher la personne au Québec qui représentait le mieux l'analyse de la valeur. Et en l'occurrence, je suis vraiment navré parce qu'elle devait être là, elle s'est sentie mal, là, elle est juste à l'hôtel à côté, elle n'a pas pu venir physiquement avec nous, mais je voudrais encore parler donc de Lucie Parot. Lucie Parot, c'est 35 ans d'analyse de la valeur, donc vous voyez, ça fait longtemps que ça existe. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça parce qu'on parlait de valeur, mais il y a tout un groupe de personnes qui travaillent autour de ces valeurs et surtout, plus particulièrement, c'est vrai, les ingénieurs. Voilà. Et Lucie Parot, donc vous pouvez prendre ses coordonnées, elle vient de sortir un livre en français sur l'analyse de la valeur, le management de la valeur, et je vous propose, alors parce que c'est ce qu'elle voulait, c'est de
vous l'offrir avec une petite tombola. Donc vous pouvez cliquer avec votre téléphone, vous mettez votre email, et tout à l'heure, où je verrai en fonction du temps qui nous est, mais on aura le nom du gagnant de la tombola qui pourra repartir avec cet ouvrage de Lucie. Voilà, alors qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans le temps qui me reste, juste avant de manger? C'est justement en quoi la valeur va vous permettre de passer à un autre niveau. Comment passer, alors en plus avec l'intelligence artificielle on va en entendre parler pendant cette journée, nous facilite de plus en plus certaines tâches quotidiennes, répétitives et quelquefois qui nous prenaient beaucoup de temps. Face à ça, nous, analyse d'affaires, on doit passer à un nouveau niveau. Et ce niveau, j'aimerais que nous reprenions ce rôle face aux chefs de projet, aux gestionnaires de projet, que nous devenions les garants de la valeur dans les projets qu'on va mener. Que nous ne soyons pas les chercheurs de besoins, mais que nous soyons les garants de la valeur des projets qu'ils vont mettre en œuvre, les gestionnaires de projets. Prenons cette dimension plus stratégique, que ce soit en amont des projets, pendant les projets, et au final, à la fin des projets, démontrons que le projet ou les projets, le programme, l'ensemble de ce qu'on est en train de faire, la transformation, apporte de la valeur à l'entreprise. Alors, on va en parler. Je vais rapidement, parce que j'aimerais passer tellement de temps avec vous, mais malheureusement, on est un peu contraint par le repas. Donc, un petit historique de la valeur quand même pour qu'on ait les fondamentaux. On va parler justement de ces outils et de ces techniques qui vont vous permettre de monter à ce niveau garant de la valeur, analyste d'affaires mais aussi analyste de la valeur. Et puis on parlera rapidement de la démarche et comment devenir un business and value analyst. Désolé, quelquefois c'est vrai, j'ai pas fait attention à tout traduire en vrai français. Donc quelquefois vous allez voir apparaître des termes en anglais que nous apprécions beaucoup en Europe. Il paraît que ça fait plus sérieux. Voilà, 1947. Imaginez, après-guerre, il y a un monsieur face à une pénurie de composants, parce qu'il y a eu, après la guerre, tout le monde se mettait à reconstruire, a fait des analyses sur les produits chez General Electric et s'est rendu compte, tiens, que comme il manquait de composants, il s'est dit, ces composants-là, ils servent à quoi? Alors, chaque composant avait une utilité. Tiens, ça commence à arriver, le terme, l'utilité. Et en reprenant l'utilité de ce composant, il s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'existe pas d'autres composants qui permettraient de répondre à cette utilité? Et alors, il a été étonné parce qu'il en a trouvé plein et moins cher. Ça vous rappelle pas quelque chose, là, avec les tarifs? Et si on allait chercher au Canada des composants qui permettent de répondre à la même utilité que les composants américains? Ce serait pas mal, hein? Et en plus, qui pourrait peut-être même coûter moins cher. Il était le pionnier de l'analyse de la valeur, qui consiste en dire qu'un produit ne sert pas pour ce qu'il est, mais pour un service qu'il doit rendre. Et étaient nés comme ça ces concepts d'analyse, de valeur et autres. Et vous voyez que ça a fait son chemin. Donc Lucie Parot, que je vous ai présentée, a été à l'origine de l'association canadienne d'analyse de la valeur. Et vous avez aussi des normes en Europe, l'European Value Management Standard, qui a créé carrément des normes spécifiques sur l'analyse fonctionnelle, le management par la valeur. Donc, tout un environnement, plutôt comme je vous l'ai dit, d'ingénieur, s'est développé autour de l'analyse de la valeur.
autour de quel concept? Alors voilà, ça y est, je vous annonce ce qu'est la valeur. Ne la cherchez plus, ne cherchez pas à dire ouais, la valeur c'est chacun a sa propre valeur, chacun a des notions de valeur différentes. Non, il y a une définition normative de la valeur. Donc prenons-la et travaillons avec cette définition. En fait, mais tout le monde l'avait commencé à le comprendre avec Lewis Miles, mais c'est cet équilibre entre une utilité et un coût. Alors, utilité-coût, c'est très réduit, c'est très simple, mais disons que tout ce qui sert à apporter un service et tout ce qui est nécessaire pour rendre ce service et qui va nous prendre du temps, de l'argent, qui est de l'effort. Donc l'effort pour aller quelque part, vous le comprenez vite, hein, la valeur. Si j'ai moins d'efforts pour aller quelque part pour avoir le même dîner, eh ben, j'irai là où je vais aller avec le moins d'efforts. Donc c'est dans nos ADN de base, on a tous ce réflexe valeur, chercher à optimiser utilité sur coût. Donc, pour reprendre cette équation que vous allez garder en tête, parce que c'est cette équation qu'on va travailler pendant toute cette présentation, valeur égale utilité sur coût. L'utilité, donc ça peut être des impacts positifs, des impacts négatifs. En analyse d'affaires, on appelle ça des besoins, mais aussi, une fois qu'on les a élicités, des exigences. Ce sont des utilités. Chez les gestionnaires de projet, ils appellent ça des bénéfices. On a un ensemble de termes qui rassemblent l'utilité. Et vous comprenez déjà que vous êtes des spécialistes de l'utilité. C'est vous qui savez analyse d'affaires et vous avez appris, vous avez été certifié pour comprendre les besoins. C'est votre rôle principal. Donc déjà, vous voyez que vous avez et vous maîtrisez une grande part de l'équation de la valeur. Donc, regardons le gap qui vous manque pour atteindre cette dimension analyse de la valeur, et non plus qu'analyste d'affaires. Coût global, on parle de consommation de ressources, et là aussi, c'est ce que je vous ai dit. Donc c'est tout un ensemble d'éléments, d'efforts, de mètres carrés, de consommation. Actuellement, avec tout ce qui se passe au niveau environnement, c'est aussi tout ce qui est CO2, eau, énergie, etc., qui va être pris en compte dans cette équation de la valeur. Voilà. Alors, la valeur, maintenant que vous avez compris cette équation, vous comprenez que si on réduit les coûts, mais qu'on réduit l'utilité, on perd de la valeur. Par contre, et c'est ça quelquefois que les cost killers ne font pas attention, c'est quand on va réduire le coût, il faut s'assurer que l'utilité reste le même. On peut réduire les coûts, pourquoi pas, mais gardons l'utilité au même endroit. Comment garder l'utilité au même niveau? Il faut la connaître. Qui est le mieux placé pour connaître l'utilité? Les analystes d'affaires. Pareil, et la meilleure équation possible, c'est de réduire les coûts et d'augmenter la satisfaction des besoins. Et nous, c'est ce qu'on fait régulièrement dans nos missions. On va aller chercher ce qui manque pour mieux répondre aux besoins et réduire ce qui coûte pour diminuer les efforts et la consommation et donc avoir une vraie gain de valeur. C'est ça la création de valeur. Voilà, quand on vous dit « j'ai créé de la valeur », vous leur dites « démontrez-le-moi » et démontre-moi que tu as augmenté l'utilité et que tu as diminué les coûts globaux. Alors, de ça, j'essaye, ça va. On se diffuse qu'à ennemi, hein, si vous n'avez pas trop faim. Donc de là, on a conçu, avec toute une équipe, je vous en parlais en introduction, avec Lucie et avec des analystes d'affaires et des gens spécialisés dans la valeur, on a travaillé justement à rassembler les concepts d'ingénieurs de la valeur, qu'on a vu tout à l'heure, les concepts d'analyste d'affaires, les concepts aussi, que vous entendez aussi beaucoup parler, de design thinking, ou de pensée
de pensée-conception, et avec et évidemment de l'agilité, parce qu'on ne peut pas rester insensible à ces concepts d'agilité dans la mise en œuvre de ces analyses de la valeur. Et il en est sorti 10 ans après, à peu près, parce que c'est à la date de création de l'Université de la Valeur, il en est sorti un référentiel, et je vous le donne en mille. Ce référentiel, il est basé sur les 6 concepts de l'analyse d'affaires. Donc on a le contexte, on a appelé ça écosystème pour évoluer par rapport aux stakeholders, la solution, les besoins et la valeur, et tout ça avec un résultat ou une intente de changement. C'est ce référentiel qu'on applique avec tous les outils. Donc on a plus d'une trentaine d'outils et de techniques dont vous connaissez les principaux, parce qu'ils viennent de votre domaine. Mais là, justement, on va parler de ceux que vous ne connaissez pas pour vous mettre la puce à l'oreille et vous dire, tiens, on pourrait utiliser d'autres outils pour aller vers cette maîtrise, mesure de la valeur. Alors, pour cela, je vous propose une étude de cas qu'on va dérouler ensemble, tranquillement, pour que vous compreniez comment on aborde une analyse par la valeur, et vous verrez que c'est très proche de ce que vous faites avec, comme je vous l'ai dit, des outils sur lesquels je vais insister, que vous connaissez peut-être pas forcément. Alors, c'est une manufacture d'horlogerie, évidemment, je ne vais pas renier mes origines suisses, et nous sommes dans un service commercial qui fait des formations de ces commerciaux. Donc imaginons, n'importe quelle entreprise promeut de la formation pour développer les compétences de ses collègues. Et puis ici, on a donc un service commercial avec un budget de formation de 486 000 $. Et puis la demande qui nous est faite en tant qu'analyste d'affaires, pas forcément, vous voyez, informatique, là c'est vraiment, il y a un problème, aidez-moi à résoudre ce problème, et donc c'était de diminuer de 20% ce budget de formation. Alors ça, on sait le faire, on peut savoir faire, on baisse les coûts, mais en plus, il me dit, tiens, comme vous êtes analyste d'affaires, faites en sorte d'améliorer la satisfaction, que ces formateurs, ces commerciaux, en aient pour leur argent. Alors, voilà comment on aborde une question de ce type-là. Vous aviez aussi le pourcentage en 2022 du coût, de la répartition du coût par type de formation qu'ils mettaient en œuvre, la bureautique, le soft skills, le management, etc. Donc avec ça, avec ces données-là, on va commencer par le haut de nos 6 concepts d'analyse d'affaires, c'est-à-dire le contexte et les parties prenantes. D'accord ? On va utiliser des techniques que vous connaissez certainement. Alors, Ishikawa, Pestel, l'analyse documentaire, ce sont des éléments qui sont dans le BABOK. Vous les connaissez. OKR, c'est un peu plus nouveau. Et c'est un peu sur ça que je vais insister, parce que autant, aller chercher les causes, ça c'est important avec Ishikawa, aller chercher le contexte et les contraintes liées dans Pestel. Mais ce qui va être aussi intéressant, et ça, on n'insiste peut-être pas assez dans l'analyse d'affaires, ce sont les objectifs. Donc, allons chercher les objectifs du projet et rassemblons-les. Vous voyez, on les a rassemblés ici, c'est la technique d'analyse de la valeur, sous forme d'un arbre, avec les principaux objectifs que sont fixés notre service commercial. Donc, vous avez ici gérer les équipes, gérer ses activités, vendre aux clients internationaux. Ah oui, les Suisses, ils sont petits, il faut qu'ils aillent vendre leurs montres de plus en plus en Chine ou à d'autres clients riches. Relation client aussi, comment gérer cette relation client et comment faire des prévisionnels de vente. C'était véritablement ces 5 objectifs qui sont les pendants de ce qu'attendaient les commerciaux. Et puis ces objectifs, on va, ça c'est intéressant, là encore c'est une technique qui a été apportée par l'analyse d'affaires, c'est on va pondérer ces objectifs en faisant ce qu'on appelle la comparaison par paire. On va les comparer 2 par 2 et apporter un poids plus particulier
aux objectifs principaux. Donc vous voyez, le point principal, l'objectif principal, c'était gérer les équipes qui étaient attendues. Donc les formations qu'on va proposer doivent aller sur le plus possible sur la gestion des équipes. Mais sans oublier tous les autres objectifs, et plus particulièrement ces deux autres qui sont en dessous. Voilà. Puis après, évidemment, dans cette partie contexte et écosystème, on va aller chercher les parties prenantes. J'insisterai pas là-dessus parce que vous connaissez les matrices parties prenantes. Mais alors, par contre, ce qui va être intéressant, c'est que la logique de l'analyse de la valeur, c'est de créer des groupes très spécifiques qui sont des représentants des parties prenantes qu'on met autour de la table et qu'on va faire travailler tous ensemble. Donc vous voyez, c'est ici ce qu'on présente. Après avoir fait l'analyse des parties prenantes, on regroupe cette équipe pluridisciplinaire et on va travailler avec elle parce que l'étude, elle va se passer de manière assez concentrée et je vous le montrerai dans quelques minutes. Après, deuxième partie, les besoins. Bon alors là, vous êtes les cadors, comme ça qu'on dit, vous êtes les meilleurs, et vous savez, je ne vais pas vous apprendre à aller chercher les besoins. Ici, on reprend quelques techniques de recherche de besoins que vous connaissez, et avec cette récolte de besoins, une chose qu'on va faire, vous le faites peut-être, on va commencer à donner une valorisation. Bah oui, valeur, on va commencer à valoriser ces besoins et les prioriser ou les hiérarchiser. Et là, je vous propose deux systèmes que vous connaissez aussi évidemment, qui s'appellent Mosco et Kano. Donc Mosco, ça va plutôt être pour la priorisation interne, avec obligatoire, nice to have. Et Kano, ce qui est intéressant, c'est une vision un peu plus client, orientée externe, qui vont nous donner l'attrait de la fonction, l'attrait du besoin. Et avec ces deux éléments, on va commencer à pouvoir donner un poids, c'est-à-dire que si vous avez un besoin qui est obligatoire et attrayant, ça sera mieux que should ou nice to have et indifférent. Vous voyez? Donc on commence à avoir du poids là-dessus, des poids qualitatifs. Et puis, la chose qui me semble essentielle dans l'analyse de la valeur, c'est la capacité à représenter sous forme d'un arbre, vous l'avez déjà vu tout à l'heure avec les objectifs, mais là, on le représente toutes vos exigences avec un niveau de détail qui va de gauche à droite, et qui nous permet d'ailleurs de passer de l'exigence d'affaires, des exigences parties prenantes, des exigences solutions, des exigences, etc. Donc vous les descendez tous sous forme d'un arbre comme ça. Ça nous permet de les structurer, de les rendre visibles à toutes les parties prenantes et d'interagir graphiquement avec ce qu'on a recueilli comme information et aussi, évidemment, vous l'avez compris, ce qu'on fait chaque fois quand on fait un use case ou une user story, le afin de, c'est de monter au niveau supérieur. Avec cette approche-là, vous avez chaque fois le afin de. Donc, vous comprenez pourquoi on a ce besoin-là, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. On remonte chaque fois grâce à ce graphique. Et vous avez les couleurs qui vont apparaître et qui vous permettent d'avoir donc ce que je vous disais, le Mosco et le Kano. Mais en plus, on va se dire, est-ce qu'il y a des besoins qui sont déjà satisfaits ou pas du tout? Est-ce que c'est des nouveaux besoins ou est-ce que c'est des besoins... Alors généralement, tout le monde dit, oh, on part d'une feuille blanche, c'est toujours dur. Non, c'est pas vrai. Quand on va, j'ai vu tout à l'heure, appeler le 811, etc., on le fait déjà. Maintenant, on veut automatiser ça, mais donc tout ce qu'on fait manuellement, j'aimerais quand même qu'on le marque, parce que ce sont les objectifs à atteindre dans le développement de notre prochain logiciel ou de notre prochaine application. Donc les couleurs qui sont à l'intérieur, vous voyez, quand c'est blanc, c'est qu'il n'y a pas de satisfaction actuelle. Quand c'est rouge, c'est que c'est très insatisfait. Vert, c'est plus insatisfait. Et de là, on va aussi maintenant mettre sur notre système, ce qui se fait aujourd'hui. Vous vous rappelez, les commerciaux, ils avaient déjà des formations en bureautique, en management, etc. On les met en bout d'arbre, comme ça, on répartit l'argent
sous cette forme. Et avec tout ça, on va pouvoir mesurer la valeur. Alors, c'est une équation entre les poids du Moscow, du canot et de la satisfaction. Vous avez la possibilité ainsi d'avoir un chiffre de satisfaction des besoins actuels. C'est essentiel, parce que si vous voulez savoir si on a augmenté la satisfaction de besoins, il vaut mieux savoir où on en est au départ. Autrement, on ne sait pas s'il y a une augmentation. On imagine, on dit que les gens sont insatisfaits. Là, 35% actuellement sont insatisfaits de la formation actuelle chez les commerciaux. D'accord ? Alors, une deuxième chose aussi qu'on va faire, et celui-là il est pertinent encore pour aller à ce niveau stratégique, c'est, vous vous rappelez, j'ai mis un poids à chaque objectif, et j'ai pu ainsi remonter les coûts, la répartition des coûts, là, les 486 000, j'ai pu les remonter par objectif. Et là, vous avez un camembert qui vous représente le pourcentage d'argent que je mets par rapport aux objectifs qui étaient définis. Donc là, le plus, c'est 56%, ici, 56% de gérer la relation client. Ah là, c'est ça, là, voilà. Vous voyez, c'est ce gros 56%. Et, tiens, c'est quoi ce vert ici? C'est 20%. Ce sont les 20% attendus par mon équipe de direction. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'on met beaucoup d'argent pour quelque chose qui n'est pas aussi attendu que l'argent qu'on y met. Par contre, ici, on avait une grosse attente sur la gestion des équipes et on voit qu'on ne met pas beaucoup d'argent. Donc là, on commence à voir les orientations sur lesquelles on doit porter notre attention pour améliorer la valeur, on va dire. Donc, on va essayer de diminuer cet argent qui est mis là pour peut-être l'apporter ici. Mais tout ça, ça va être un travail qu'on va faire par la suite. Pour l'instant, on identifie et on peut partir là maintenant. Non, je me suis trompé. Hop. Et on a un chiffre ici qui nous permet d'avoir une valeur d'adéquation stratégique par rapport aux objectifs stratégiques qu'on a définis. On a 54% ici d'adéquation à la stratégie. C'est tous les écarts qu'on a ici, il y a beaucoup d'écarts. Donc on a un SVI de 54%. Donc on part aujourd'hui d'un 35% de satisfaction des besoins, 54% d'adéquation stratégique. Nouvelle chose, dans notre 6, les solutions. Allons chercher des solutions. Design thinking, idéation. On va chercher tous ces éléments, on les ajoute. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va dire, pour ce besoin-là, pour cette exigence-là, il y a quoi comme solution? On va mettre toutes les solutions en face de chaque exigence, les nouvelles solutions. Ça nous fait une liste de solutions. Celles-ci, pareil, on va les chiffrer. On va se dire, est-ce que j'ai une solution qui est plus attrayante que d'autres, qui a une attractivité, l'effet sur la durabilité, est-ce que c'est faisable? Donc tout ça nous permet de montrer, alors je ne sais pas si vous la connaissez ça aussi, mais c'est une matrice qui permet de positionner l'ensemble des solutions qu'on a trouvées en fonction de son acceptabilité, de sa faisabilité. Et donc vous voyez qu'ici, vous avez les solutions qui sont les plus acceptables et les plus faisables. On les appelle quelquefois les quick wins, et vous les avez ici directement. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait encore? Eh ben, on va créer des scénarios. Voilà, des scénarios, toutes les solutions. On va dire, bah tiens, je veux un scénario qui est sans les soft skills. Parce que vous avez vu tout à l'heure la présentation, là, les soft skills, tout ce qui est humain, on les vire et on fait que du technique. Mais c'est un scénario possible. Là, il doit être ici, sans soft skills. Il y en a un autre où on va plutôt privilégier l'humain. On fait plein de scénarios comme ça, qui vont nous mettre donc des coûts. On a un coût qui apparaît pour chacun des scénarios possibles, donc des formations possibles pour nos commerciaux. Et vous avez, à ce moment-là, des chiffres qui vont apparaître, qui sont les niveaux de satisfaction, parce qu'on associe, vous voyez, on va associer les besoins et les solutions. Donc on aura un niveau de satisfaction, là le BVI, Business Value, pour chacun des scénarios. On aura
l'adéquation stratégique, donc je vous ai parlé pour chacun des scénarios. On en aura d'autres, on va rester sur ces deux-là. Et comment les représenter? Celui-là, il a un impact super fort pour la direction, c'est ces droites de la valeur. En un clin d'œil, vous avez la valeur de vos solutions. Et vous voyez que les pentes les plus importantes sont ce qui apporte le plus de valeur. Plus on a une pente de votre droite faible, moins il y a de valeur. Pourquoi? Parce que le pourcentage de réponse aux besoins est faible et ça coûte très cher. L'équation utilité sur coût. Donc si on veut augmenter l'utilité, baisser les coûts, forcément c'est cette solution qui sera là. Et puis, merci de vous lever, et puis vous avez une autre solution qui est ici, vous voyez, qui va quand même coûter un peu plus cher, mais apporter le plus de satisfaction. Donc on va choisir, parce que l'entreprise, après c'est le choix de l'entreprise, elle décide de ce qu'elle veut ici, donc aujourd'hui elle privilégiait quand même la satisfaction avant tout, mais de toute façon on a la droite qui est là. Vous savez ce que c'est cette droite-là? C'est les 20% qui étaient attendus. Ils nous ont dit, vous devez réduire vos coûts de 20%, vous vous rappelez? Donc c'est cette droite-là. Donc finalement, tous nos projets, tous nos scénarios, sauf celui-là, rentrent dans l'exigence des coûts. C'est donc ici, on est 20% en dessous du coût d'origine. Et donc, l'entreprise va plutôt privilégier ces deux éléments, les deux, le vert et le rose. Satisfaction 71, 75. SVI, c'est stratégie, 76, 57. Et puis, là encore, comme c'est la direction qui a choisi, elle a choisi, devinez quoi, celui qui avait le plus fort adéquation stratégique. Donc, au final, on a une situation qui nous était proposée à 296 000 $, avec une adéquation à la stratégie 55 et satisfaction aux besoins de 35. Et finalement, on a moins 32% sur les dépenses, une adéquation aux objectifs stratégiques qui bondit à 76% et une satisfaction des besoins qui augmente de 36%. Voilà la logique que je voulais vous montrer. C'est pas seulement la valeur, on fait de la valeur, on crée de la valeur. Non, on justifie la création de valeur. Et tout ça par une démarche très structurée, basée sur le value design et cette logique de design thinking, de business analyse, où on part du problème pour aller vers la solution. Et cette démarche, comme je vous l'ai dit au départ, on l'a fait en 24 heures. C'est pour ça que je me balade avec ce blouson des 24 heures. C'était pour vous démontrer qu'en plus, on peut faire ces études d'analyse de la valeur en 24 heures, c'est-à-dire en gros en 8 séances de 3 heures. Alors ça va dépendre si c'est à distance, si c'est en interne. Quelquefois on va passer 2 jours consécutifs, puis après on fait du virtuel, ou on peut passer différentes. Mais à la fin, vous avez le résultat que je vous ai montré, ces fameuses droites de la valeur avec des solutions possibles et des créations de valeur potentielles. Donc finalement, pour vous, analyste d'affaires, vous pouvez utiliser ça quand vous faites du business case, quand vous faites des études préliminaires. Quelquefois, on ne vous le demande pas. Je le sais, malheureusement, on ne vous le demande pas. Et c'est souvent quand vous arrivez dans votre projet qu'on dit « mais il y a eu une étude préliminaire, pourquoi on fait ce projet-là » va voir le chef de projet, il a dû sûrement savoir. Mais nous faisons nos études préliminaires. Les cahiers des charges, aussi quand vous allez chercher un produit. Pareil, vous pouvez utiliser cette approche valeur. Les backlogs, on n'en est pas loin. Tout ce qui est BRD, Business Requirement Document, appel d'offres, etc., vous pourrez utiliser en termes stratégiques la valeur. Et puis, voilà, je vous propose de devenir des value designers. Et de vous certifier, évidemment. On a une certification en analyse de la valeur et je reviens pour ce tombeau-là, donc n'hésitez pas, prenez en photo, mettez, et je vous offrirai, si vous voulez en savoir plus sur la valeur, l'ouvrage
de Lucie Parot. Voilà, c'est bon, on y est. Oui.